Et salut à tous, c'est Taski, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois pour le bilan lecture du mois d'août. Un gros mois, encore une fois, j'ai encore réussi à me surpasser. En termes de lecture, un assez bon mois, sans perdre de temps, je vais tout de suite vous présenter tout ça. Alors j'ai commencé avec King Kong Theory de Virginie Despentes, une sorte de mémoire slash essai où Virginie Despentes raconte ses expériences, sa vie et ses pensées, on va dire, sur beaucoup de thèmes en rapport avec le féminisme et les droits des femmes et qu'est-ce que c'était de vivre notamment à son époque et comment elle l'a vécu. C'est vachement intéressant, c'est assez court, hein, ça se dit vite. C'est plutôt intéressant de voir ce point de vue, plein de pensées, d'informations qui sont plutôt sympas. C'est peut-être pas aussi life-changing que ce que ça aurait pu être, que ce que j'entends certaines personnes dire. Beaucoup de choses qui me paraissent un peu comme étant des évidences par moment, et certaines choses sur lesquelles je suis pas forcément d'accord, même si je comprends le point de vue, je suis pas forcément d'accord sur certains petits points, mais sinon de façon générale, bah oui, elle a raison. Il y a certains passages qui sont aussi assez durs dans sa vie, mais j'ai pas grand chose à dire de plus. C'est bizarre, enfin, c'est pas vraiment un livre qu'on peut review, hein, surtout quand une autrice parle de sujets aussi sérieux qui l'ont touché personnellement, quoi, qu'elle a vécu. Je vais peut-être pas dire non plus la merde ou ouais 5 sur 5 foncez, mais si vous voulez un petit essai qui décide un peu de casser la gueule au tout ce qui est patriarcat, qui parle de féminisme, de la vie des femmes et aussi des hommes, hein, dans notre saucisse, bah allez-y, c'est très cool et ça se lit assez vite. Ensuite, un autre bouquin sur le fait que vivre dans une saucisse, c'est pas forcément toujours super cool. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. J'ai pas lu énormément de dystopies, mais de celles que j'ai lues et de celles que j'ai regardées et de ce dont j'entends parler, Fahrenheit 451, pour moi, c'est la dystopie qui est la plus terrifiante. Fahrenheit 451, de quoi ça parle? On est dans une dystopie, du coup, dans un futur dystopique où la lecture et les livres ont été bannis et les pompiers sont maintenant chargés de répandre le feu et de brûler tous les livres et les maisons qui vont avec, les maisons où il y a des livres à l'intérieur. Et du coup, on est dans cette société où la lecture est interdite, où les gens sont abrutis avec des sortes de séries qui passent sur des écrans, mais les écrans, c'est les 4 murs de la maison qui vous entourent, plein de concepts comme ça. Et comment dire, autant le côté pompiers qui sont chargés de mettre le feu, tout ça, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, on va dire, ou pour l'histoire, c'est impactant. Autant le comment cette société en est arrivée là, c'est terrifiant à quel point on est sur quelque chose de vraiment de réel, quoi. Il a prédit des trucs à cette époque, qui sont bah, il avait raison, il avait prédit TikTok, alors que c'est sorti en quelle année ça? En 53. En 53, il avait prédit TikTok et comment ça allait abrutir les masses. Il avait prédit genre les séries, les écrans, les gens abrutis sur leurs écrans et des séries à la con. Il a vraiment prédit beaucoup de choses. Et si vraiment vous voulez un livre qui parle de comment les sociétés peuvent partir à la dérive, notamment avec ce qui se passe aux États-Unis, et comment brider la connaissance, en fait, les études sous prétexte que certaines personnes sont plus bêtes ou moins cultivées, et du coup rabaisser en fait et niveler par le bas toute la société, à quel point ça peut être dangereux. Donc Fahrenheit 451, même si vous aimez pas les dystopies, foncez. J'ai déjà lu, j'avais commencé 1984, j'ai failli faire tomber le livre. J'avais commencé 1984, j'avais pas aimé de ouf. J'ai lu Le Meilleur des Mondes. J'ai pas lu La Servante écarlate, mais ni vu la série. Donc ça je peux pas dire, mais en tout cas sur ces trois-là, la trinité de la dystopie, on va dire, entre 1984, Le Meilleur des Mondes et Fahrenheit 451, Fahrenheit 451 pour moi est de loin au-dessus des autres, hein.
en termes de prédictibilité, et aussi en termes de qualité de lecture. Le livre est plutôt cool, il est pas très long, ça se lit assez vite, c'est écrit plutôt bien, c'est assez intéressant. Bon, les personnages, c'est pas... On est sur de la SF dystopique des années 50, donc les personnages sont pas les plus attachants du monde, mais il y a quand même quelque chose, notamment un personnage au début, je vais pas spoil, mais qui était très très cool. Donc vraiment foncez lire Fahrenheit 451. Ensuite, après Fahrenheit 451, j'ai lu le Pnum de Jack Vance, le quatrième et dernier tome du cycle de Chai. Je termine enfin ce cycle que j'ai lu assez vite, je l'ai commencé et fini en 2-3 mois. Donc ça fait plaisir déjà de finir des séries un peu, c'est bien de compléter les objectifs. Vous verrez que sur ce mois-ci, j'ai bien travaillé à compléter des objectifs, des livres que je voulais lire depuis un moment. Mais pour revenir sur le Pnum, on repart un peu sur l'origine un peu classique de cette space adventure, où cette fois on repart sur de l'exploration, de la découverte du monde, des personnages qui sont plus attachants que les autres, notamment un qui est introduit dans ce bouquin, avec un sexisme qui se calme un peu, avec la présence de personnages féminins cette fois, mais bon, ça reste Jack Vance, c'est pas non plus au top, mais c'était moins désagréable, on va dire, que les deux premiers tomes. Et les sociétés qu'on voit, ce qui se passe là-dedans, franchement, je pense que c'est mon préféré des quatre, le Pnum. Je trouve que c'est le plus fun. Et on a une conclusion qui est assez satisfaisante. Si vous aimez la SF comme ça, Space Adventure, Planetary Romance de ces années-là, des années 70 à peu près, foncez si vous êtes prêt à encaisser, on va dire, l'écriture un peu vieille et machiste sur les bords qui sont comme ils débordent pas mal. Foncez, parce que franchement, Jack Vance, c'est assez fun de ce côté-là. Mais je n'ai pas grand-chose à dire de plus, hein. Si vous voulez plus mon avis sur la série, vous pouvez voir mes derniers bilans lecture de juillet et de juin, où je parle des 3 premiers tomes. Je ferai peut-être une vidéo review dessus, je sais pas trop. J'hésite encore pour mes vidéos review, notamment pour les séries, à faire soit une vidéo par bouquin ou série, ou faire des vidéos séparées, avec ou sans spoiler, plus ou moins explorées dans des thèmes, un peu comme une dissertation, quoi, parce que j'ai bien envie de développer certains thèmes, et j'ai peur que les gens s'en branlent. Mais bon, je verrai, j'essaierai. Prochain bouquin. Un autre bouquin que je suis assez content d'avoir lu, parce que ça fait un moment que je voulais le lire et que je l'ai acheté. À la base, j'avais vu dans une vidéo de... j'ai plus les noms des chaînes que je suis, c'est terrible, mais en gros, c'est une youtubeuse qui parle de bouquins, une booktubeuse, quoi. Et c'est Svastika de Junichiro Tanizaki. Alors, j'ai caché la couverture, parce que je sens que YouTube va pas être très content, on sait jamais. Voilà. Svastika de Junichiro Tanizaki. De quoi ça parle? On suit une dame, Mitsuko. C'est Mitsuko? Non, c'est Sonoko, qui tombe amoureuse de Mitsuko, qui est une de ses amies, camarades dans son école d'art. Et en fait, on suit l'évolution de leur relation, alors que Mitsuko... non, pas Mitsuko, alors que Sonoko est déjà mariée avec quelqu'un, et comment ça va se passer. C'est un livre qui parle des relations lesbiennes au Japon, mais aussi plus généralement des places des femmes, de comment l'homosexualité est traitée au Japon, tout ce concept autour de la honte, mais aussi ça parle de relations toxiques, des personnages qui sont tous avec des défauts, mais aussi qui font de la peine. On comprend certaines de leurs actions, certaines on comprend pas. Tout le monde fait des embrouilles à tout le monde. Enfin, c'est un livre où chaque personnage est à la fois détestable et fait de la peine. Donc je recommande vachement, c'est plutôt cool. Ça se lit assez vite, c'est plutôt bien écrit, j'ai pas trop eu de problème avec ça en tout cas. Donc franchement, Svastika, allez-y. Ça n'a rien à voir avec, je sais pas pourquoi le bouquin s'appelle Svastika, je crois que c'est écrit à un moment, mais je sais plus pourquoi. Mais en tout cas, très sympa, Junichiro Tanizaki, je pense que j'essaierai un peu plus. Je crois... Non, j'allais dire une bêtise, c'est pas lui qui a écrit un autre bouquin.
que j'ai cité. Je pensais au Pavillon d'Or, mais c'est Yukio Mishima, le Pavillon d'Or, il me semble. Yukio Mishima, que je vais d'ailleurs lire le mois prochain. Ensuite, en parlant tout à l'heure de finir des séries, La Rose Blanche, le tome 3 de La Compagnie Noire par Glenn Cook, le troisième et dernier tome de la première trilogie de La Compagnie Noire, Les Livres du Nord. C'est très cool, franchement, La Compagnie Noire. Je comprends que certaines personnes n'aient pas aimé et pas accroché, mais perso, j'ai trouvé ça vachement cool et la conclusion est parfaite. Je pense que c'est mon tome préféré des trois. On arrive à des conclusions qui sont amenées et teasées depuis même le premier tome. Des choses qui étaient laissées en suspens dans les deuxièmes qui se concluent bien. Des personnages qui ont des fins que j'avais pas vu venir, honnêtement. Les personnages évoluent vraiment. J'avais un peu une vibe en lisant les deux premiers tomes où on connaît ces personnages de cette série, ça fait un moment qu'on les suit, mais est-ce qu'on est vraiment attaché à eux? Je sais pas. En vrai, dans ce troisième tome, on se rend compte que ça fait 3 bouquins qu'on suit ces personnages à la con, et si on s'y est quand même un peu attaché, notamment la relation entre Toubib et la dame, qui est étonnamment plus intéressante et plus attirante, enfin pas attirante, mais qui, qui, qui nous rend plus investis, on va dire, dedans. Et j'ai hâte de lire la suite et comment ça évolue, parce que vu comment ça termine ce troisième tome, ok, c'est la fin de la trilogie, on va dire du plot principal des Livres du Nord, mais j'ai vraiment hâte de continuer et de voir comment la Compagnie Noire va évoluer et ce qu'elle va devenir. Mais en tout cas, c'était une aventure très cool de dark fantasy, hein. Je parle du tome 2 dans un des précédents bilans lecture si vous voulez voir. C'était très cool. Un truc que je pensais, c'est ça mériterait d'avoir un peu plus de développement de personnages. Ça vient peut-être de l'écriture, je sais pas. Ça va mieux quand même dans le tome 3 par rapport aux deux premiers tomes, donc peut-être qu'avec les prochains livres, ça sera amélioré. Je sais que notamment Caneuil et Gobelin, c'est les deux magiciens qui passent leur temps à se foutre sur la gueule, mais ils s'adorent, mais ils se tirent les cheveux en permanence. J'aurais aimé un peu plus de dialogue en fait entre eux. Il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup, où on les entend s'insulter. C'est beaucoup de le narrateur qui dit qu'ils sont en train de se foutre sur la gueule. Et franchement, ouais, ça manque, ça aurait mérité un peu plus de dialogue. Même de façon générale, plus de dialogue, un peu moins de description. Je sais que c'est quand même censé être une réécriture de ces aventures par Toubib. Mais ouais, j'aurais aimé plus de dialogue sur plein de personnages qu'on voit au final que à travers les yeux de Toubib, notamment la dame. On sent que la dame a une énorme évolution dans ce bouquin-là. Je le sens à travers les descriptions de Toubib, mais ça aurait été plus sympa de vraiment avoir plus de dialogue, sachant que la dame, pour ceux qui ont lu les deux premiers tomes, c'est pas forcément le personnage le plus loquace de la série, quoi. Mais ouais, des moments très touchants aussi dans ce bouquin, étonnamment. Je pensais pas être touché à certains moments par la Compagnie Noire, et pourtant, donc si vous aimez bien le grimdark et la fantaisie un peu sombre à la Berserk ou Dark Souls, foncez lire la Compagnie Noire, un peu l'origine de tout ça. C'est très cool. Ensuite, un gros classique que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Watership Down de Richard Adams. Je crois qu'en français c'est les lapins de Garen ou les Garen de Watership Down. Je sais plus exactement, je sais qu'il y a eu 2 adaptations. Un film qui date de tard l'époque, comme on dit, et une autre adaptation sur Netflix en 2018 qui est sortie, qui apparemment est terrible. Pas terrible nul, mais terrible, genre ça fait mal au cœur. Faudrait que je la regarde apparemment. Je pense que ma prédiction, c'est que je vais préférer l'adaptation au livre. Pas que je n'ai pas aimé le livre, il était franchement très cool. De quoi ça parle, Watership Down? On suit des lapins, notamment Fivir et Hazel, qui sont des lapins au milieu d'un groupe de lapins de leur garenne. Et Fivir a la capacité de voir un petit peu dans l'avenir. Il a des visions. Et il a la vision que leur garenne actuelle va être complètement détruite et qu'il faut partir pour trouver un nouvel endroit. Et il arrive à convaincre du coup son frère Hazel et d'autres lapins, et ensemble ils vont partir de cette garenne et explorer, enfin plutôt partir
à l'exploration d'un nouveau territoire dans lequel il pourrait s'installer, et on va suivre en fait les péripéties de ces lapins. C'est un bouquin spécial, comment dire. J'aime beaucoup les livres qui mettent des animaux en POV, je sais pas pourquoi, ça fait souvent partie de mes préférés. J'ai beaucoup aimé La Guerre des Clans quand j'étais petit, Cro-Blanc, L'Appel de la Forêt, tout ça. Et Watership Down, il y a un peu cette vibe, notamment la description des activités de lapins, en fait, comment ils créent leur garenne, tout le petit vocabulaire qui est créé spécifiquement aux lapins, à aller farfaller pour aller chercher à manger, la description qu'ils ont des, de leur vie, le fait que les oiseaux qui volent sont tous des vautours à partir du moment où c'est un prédateur, pas des vautours, des faucons, à partir du moment où c'est des prédateurs, que les prédateurs, ils n'ont pas le mot prédateur, mais les 1000, pour dire qu'ils ont 1000 ennemis, tellement les lapins sont des victimes. Et en fait, ce récit, ce bouquin, a plein de points sur lesquels de points de lecture sur lesquels il est plutôt fun et peut être étudié. À la fois ce côté exploration, roman d'aventure, où on suit ce groupe de personnages qui traversent, traversent plein de dangers et des territoires étrangers et horribles pour essayer de trouver un refuge et atteindre leur objectif. Et du coup, voir un peu leurs péripéties et les gens qu'ils rencontrent sur le chemin. Il y a un côté très philosophique avec les personnages qui rencontrent aussi, les lapins principaux et ceux qu'ils vont rencontrer. Tous les passages aussi sur Shravalsha, je crois qu'il s'appelle, le lapin mythique qui sera un peu l'ancêtre de tous les lapins. Il y a plein de passages en fait où on voit euh, un des personnages de l'histoire raconte ses légendes sur comment a été en fait ces mythes fondateurs des lapins. Et à la fin, ça prend je vais pas spoiler, mais à la fin, ça prend un sens pourquoi on nous raconte tout ça depuis le début. Et j'ai beaucoup aimé ce côté-là, en fait, cette explication. Et on a un côté aussi plus alors, philosophique et politique. Je comprends pourquoi certaines personnes disaient que, enfin, classer Watership Down dans leur meilleur roman de science-fiction, c'est pas de la SF, bien sûr que non, mais je peux comprendre comment on pourrait le considérer comme ça, et les gens qui sont pour l'argument de si tu penses que c'est de la SF, c'est de la SF, pourquoi pas. C'est qu'il y a dans les choses que rencontrent les lapins, il y a plein de sociétés, enfin plein, il n'y en a pas des masses non plus, mais la description des sociétés des lapins, c'est clairement des allégories de certaines choses, quoi. Il y en a une qui est très qui critique, on va dire, la religion et le fanatisme, qui critique le l'oisiveté, on va dire, le fait de perdre ce qui fait de nous ce qu'on est en échange d'une garantie de plaisir, on va dire. Il y a un moment, il y a des dictatures lapins, qui est le moment le plus intéressant, hein, et un des personnages les plus intéressants vers la fin. Je vais pas en dire plus pour pas trop spoil, mais il y a beaucoup de choses dans ce bouquin et je peux comprendre pourquoi il est aussi classique auprès de ceux qu'on en parle. Mais c'est vrai qu'en France, j'en avais jamais entendu parler avant, genre il y a quelques années, en entendant un youtubeur en parler. Media Death Cult, je crois qu'il avait classé dans son top 1 sur les 100 romans de science-fiction préférés ou une connerie comme ça. Euh, je suis étonné qu'on n'en parle pas plus. Peut-être parce que c'est un roman où on suit des lapins, euh, donc ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais très 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 bonne surprise. Et le bouquin est assez joli, j'aime beaucoup la couverture. Elle donne vraiment la vibe de ce que c'est. Et apparemment, les musiques de l'adaptation sont vachement cool. Ensuite, avant-dernier livre que j'ai lu en août, c'est Tales from the Vulgar Unicorn. Donc une anthologie, le tome 2 de la série d'anthologie Thieves World, euh, qui a été dirigée par Robert Asprin. Thieves World, de quoi ça parle? J'en avais parlé il y a longtemps, je crois. J'avais fait une review ou pas? Je sais plus du tout. Je sais que j'en avais parlé, je crois, avec Liam de Liam's Lyceum. Enfin, je crois maintenant la chaîne elle s'appelle Guillaume's College, un truc comme ça.
On en avait parlé dans une vidéo sur sa chaîne du premier tome, je crois. On avait parlé du premier tome, il me semble, ça remonte, hein. Mais en tout cas, de quoi ça parle en fait? L'idée de cette série d'anthologie, c'est, et si on prenait plein d'auteurs, que ces auteurs pouvaient tous créer un personnage, et que leurs histoires se situaient tous dans la même cité, la cité de Sanctuary, et n'importe quel auteur peut utiliser n'importe quel personnage et en faire ce qu'il veut. Je crois que la seule règle, c'est que l'auteur spécifique de chaque personnage ne peut pas mourir dans l'histoire de quelqu'un d'autre, à moins qu'il ait l'autorisation. Mais du coup, c'est ça le pitch, en fait, c'est d'avoir cette espèce de série d'anthologie écrite par plein d'auteurs qui sont toutes connectées les unes avec les autres. Et mine de rien, il y a des sacrés noms. Évidemment, Robert Asprin a une histoire écrite dedans à chaque fois. Linabi aussi, je crois, a écrit dans les deux premiers. Mais on a des noms comme Philippe Rosset-Farmer, Roger Zelazny. Je crois qu'il y a... je vais regarder tout de suite ceux qu'il y a dans ce bouquin-là, en tout cas. Tac. David Drake, et Yvonne Vogt, Janet Morris. Je sais plus qui y a dans le premier tome. Je crois que dans le premier tome aussi, il y a des gros noms. Et du coup, il y a des histoires qui sont très sympas. Et ce que j'aime bien, c'est justement les auteurs qui suivent, on va dire, qui jouent le jeu et qui suivent le pitch de cette série et qui font en sorte que leurs histoires se connectent avec celles des autres et que voir les personnages des autres se mélanger en fait à cette histoire et cette vie dans Sanctuary. Ça, c'est très fun, j'aime beaucoup voir un peu ce concept. Maintenant, pour ce qui est de l'écriture et des histoires en elles-mêmes, j'avais bien aimé le tome 1, je trouvais que l'histoire était très cool. Le tome 2, à part quelques-unes, franchement, c'était pas terrible, hein. J'ai un peu eu du mal sur la fin. J'ai bien aimé quand même la short story de Linabi, The Fruit of Enlibar. Et je crois que c'était Vachanka's Minion de Janet Morris, qui était très, très sympa. J'ai vu une review sur internet qui disait Philippe Rosset-Farmer et je crois que c'était Von Vogt ont un peu ruiné le livre. Je peux comprendre, parce que c'est pas les histoires les plus folles, même si j'ai trouvé ok, mais elles sont longues. Pour vous donner une idée, la plupart des histoires font entre 10 et 20 pages. Celle d'Evan Vogt en fait 30 et celle de Philippe Rosset-Farmer en fait 60. Ils ont pris beaucoup de pages, quasiment la moitié en fait du livre à eux deux, donc c'est un peu dommage. Mais bon, bah ça reste très sympa. Enfin, ça reste très sympa. Le concept reste assez cool. Je vais continuer et lire la suite quand je les trouverai. Mais ça m'a un peu refroidi celui-là. Après, c'est le principe, je pense qu'on tombe sur des anthologies comme ça avec plein d'auteurs différents. Ça va vraiment varier en qualité en fonction des auteurs et de leur investissement dans le projet. Mais si jamais vous aimez bien ce genre de fantasy, enfin cette idée en tout cas de crossover entre des auteurs de fantasy et de SF majeurs quand même, qui font ce crossover dans cette cité Sanctuary qui est une cité de criminels, hein. C'est de la fantasy très sombre où c'est une ville sans foi ni loi. La plupart des personnages sont tous mauvais ou des criminels ou ils font comme ils peuvent pour s'en sortir. Je sais qu'à la fin, il y a une sorte de petite une postface de Robert Asprin qui dit qu'il y a eu des critiques par rapport à ça, justement au fait que c'est peut-être un peu trop violent et sombre par moment. Donc je crois que ça s'améliorera dans le tome 3, mais on verra. Mais en tout cas, j'ai hâte de continuer. Il y a beaucoup de bouquins dans cette série, il y a des romans même au bout d'un moment. Et du coup, j'ai hâte de continuer. Ça se lit assez vite. Curieux de voir si ça va remonter un petit peu ou pas en qualité. Et pour finir, celui que j'ai fini vraiment à minuit, la nuit juste avant le 1er septembre, donc ça compte, si je n'ai pas fait dodo, on est toujours le jour d'avant, c'est The Rune Lords de David Farland. Alors on le voit pas sur la couverture, mais le nom du tome 1 c'est The Sum of All Men. The Rune Lords c'est la série. Les Seigneurs des Runes en français. La somme de tous les hommes peut-être. Je pense que c'est le nom en français. Je l'ai pas regardé là, j'ai juste traduit comme ça de tête. Mais je pense que ça doit être ça, hein. Je vois pas d'autres traductions. De quoi ça parle? Comment décrire ça? C'est de la fantasy très classique, très Tolkienesque.
où on suit Caborn, qui est Caborn, je crois qu'il s'appelle, ouais, Gaborn, qui est le prince du royaume de Mystaria, qui part avec son garde pour aller vers le château Sylvaresta, qui est dans le royaume de Eregon, je crois, qui est un royaume un peu lointain, mais assez ami avec celui de Mysteria, parce que des fêtes vont arriver, je crois que c'est la grande chasse, un peu la fête de l'été, ou je sais pas quoi, et il y va avec pour objectif de demander la main de la princesse Ayome pour nouer les liens entre les deux familles qui sont très amies. Il est parti un peu en avance par rapport à son père qui va suivre. Et sur la route, va y avoir des shenanigans et Raj Aten, le loup solitaire, un grand tyran du sud, est en train d'avancer son armée pour envahir le royaume de Eregon et potentiellement tous les royaumes du nord. C'est un peu le pitch principal, donc bon, pas grand chose d'original sur le papier, de la fantasy très classique, mais j'ai adoré, je pense. Est-ce que j'irais jusqu'à dire adoré? Ah, je pense quand même, c'était super cool. Je sais pas comment dire, mais tout est classique mais bien, un peu à la John Gwynne on va dire, et The Faithful and the Fallen, ça reprend les tropes classiques de la fantasy, mais ça les prend très très bien. Les personnages sont tous super bien écrits, ils sont tous très attachants, il y a suffisamment de personnages pour que ce soit pas trop et qu'on se sente pas perdu, mais que ce soit quand même assez pour avoir cette sensation d'épique fantasy. Il y a genre 6 ou 7 POV, peut-être un peu plus. Il y a quoi Ouais, non, il y a pas plus de 6 ou 7 POV à peu près dans le bouquin. Euh, les personnages sont très sympas à suivre, notamment sur leur évolution en fait, et les arcs narratifs des persos. On est juste sur le premier tome, et il y en a qui ont des arcs qui sont qui à la fin étaient super touchants. Notamment un personnage, Borenson, sur la fin, c'est un personnage qui commence comme étant vraiment un personnage assez secondaire, hein. C'est le garde du corps du prince, et sur la fin, c'était un des personnages qui me touchait le plus. Je vais pas en dire plus, pour pas spoil, mais même des personnages qui peuvent commencer comme étant secondaires finissent par avoir un rôle assez majeur dans l'histoire, et ça, c'est le genre de bon point qui présage du bon pour la série. Un autre bon point pour ce bouquin, c'est les systèmes de magie. C'est super original. Alors, il y a plusieurs magies différentes. Il y a d'un côté de la magie très classique élémentaire, avec des mages de feu, des mages d'eau, des mages d'air et des mages de terre, qui ont leur petite subtilité, mais qui globalement, c'est de la magie élémentaire des magiciens, comme on en voit très souvent. Mais surtout, dans cet univers, il y a ce qui s'appelle des... alors, en anglais, c'est des endowments, mais globalement, c'est des dons. Une personne, grâce à un métal de sang, le blood metal, qui permet de créer des sortes de baguettes qui peuvent faire ce que je vais expliquer après, les gens peuvent faire don de leurs attributs à quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un peut donner sa beauté, son intelligence, sa constitution, son métabolisme, son ouïe, son odorat, sa vue, à quelqu'un d'autre. Il va perdre cette capacité, mais l'autre, du coup, deviendra plus fort dans l'atout. Par exemple, quelqu'un qui donne sa beauté à une personne deviendra moche, la peau calleuse, les cheveux qui sont déchirés, qui tombent, plus de confiance en soi aussi, plus d'estime de soi, mais l'autre personne en échange sera beaucoup plus belle, beaucoup plus sexy, du charisme de fou malade, et c'est ça un peu partout. Il y a certains dons qui sont vraiment difficiles, par exemple les dons de métabolisme, ça rend quelqu'un globalement dans un sommeil éternel où il ne vieillit pas, pendant que la personne en face va beaucoup plus vite, mais vieillit 2 fois plus vite aussi. T'as des dons comme les dons de force, globalement les gens qui donnent leur force ne sont même plus capables de bouger. Les gens qui donnent leur intelligence deviennent euh, comment dire, des enfants qui jouent avec des plans, qui voient un papillon passer, qui courent après alors qu'ils ont 50 balles, 50 balais. Dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, c'est juste ils sont dans leur lit et ils se pissent dessus et ils se bavent dessus. Et à partir de là, en fait, il y a plein de
Donc déjà ça c'est super original je trouve, cette idée de faire des dons et de rendre des gens plus puissants. Et il y a plein de concepts en fait et de potentiel qui découlent de ce système de magie en fait, qui sont ultra développés, plein de questions qu'on peut avoir, qui sont adressées dans le livre et que en fait, l'auteur David Farland pense et met en avant. Par exemple, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un qui a fait le don d'intelligence meurt? Qu'est-ce qu'il arrive à la personne? Parce qu'en fait, quand on fait un don, si jamais la personne à qui on a fait un don meurt, on récupère notre attribut et on peut plus jamais faire de don. Si nous, on meurt, la personne à qui on a fait un don perd le don aussi. Donc il y a un intérêt à ce que les gens soient encore en vie, du coup, que les seigneurs des runes, donc ceux qui prennent des dons majoritairement, s'occupent en fait de leur dedicates, c'est le nom qu'on donne à ceux qui ont fait un don. Et du coup, il y a plein de questions, comme si quelqu'un qui a fait un don d'intelligence, la personne qui le reçoit a l'intelligence de 2 personnes. Qu'est-ce qui se passe quand elle perd ce don d'intelligence? C'est décrit, on sait ce qui se passe, ça a été pensé. Il y a plein de concepts comme ça qui sont super cool. Et ça donne lieu à une réflexion que j'ai eue pendant que j'ai lu le livre. Une adaptation en animé de ça, c'est une dinguerie 100%. Il y a des scènes là-dedans, parce que vous doutez que les personnages principaux, les Rune Lords et tout, pas forcément les principaux, mais en tout cas les plus puissants, ils ont des centaines de dons, voire des milliers. L'antagoniste principal, il est connu et redouté parce qu'il a des milliers de dons, c'est un surhomme. C'est d'ailleurs un des antagonistes où quand je lisais le bouquin, j'étais vraiment en mode, je sais pas comment ils vont le battre, j'ai aucune idée de comment ils vont faire. Mais il y a des scènes vraiment qui sont tellement animé tiers. Une série en live action, je pense que ça ne rendrait vraiment pas bien. Ou alors il faudrait un budget de fou furieux. Mais je pense vraiment qu'une série d'animation, un animé spécifiquement, ce serait trop bien. Genre avec une animation à la Demon Slayer ou à la Fate, ça serait trop cool de faire ça. Mais bon, avoir des adaptations en fantasy, déjà c'est rare et quand on en a, elles sont annulées ou nulles à chier. Donc tant pis. Autre super point de ce livre, la psychologie des personnages, pour revenir sur les personnages qui sont bien écrits, notamment au niveau de la psychologie. Il y a plein de moments où on se dit comment est-ce que c'est possible qu'ils arrivent à faire ça, ou comment est-ce qu'il va s'en sortir de telle ou telle situation. Et en fait, le fait qu'on ait plein de POV et qu'on comprenne la façon que les personnages ont de penser, on est en mode oui, c'est crédible. C'est crédible que ce personnage ait fait cette grosse connerie, alors que nous, si on était à sa place, premier degré, on n'aurait pas fait cette bêtise. Et lui, il l'a fait, et on comprend pourquoi il l'a fait. On est en mode, ok, si j'étais à ta place, mais genre vraiment qu'on avait vécu la même vie que lui, quoi, j'aurais fait la même. Et ça, c'est très cool, et du coup, j'ai hâte de continuer cette série. Je pense que si ça continue dans cette qualité, ça va être une de mes séries de fantasy préférées, parce que franchement, ça, c'est très très bien parti. Il y a 8 tomes en plus en tout. Je crois que c'est séparé en 2 séries de 4. Mais du coup, j'ai hâte vraiment de lire la suite. Et donc voilà, c'est la fin de ce mois d'août. Beaucoup de lectures, hein, 8 romans. J'ai pas lu de manga. Faut vraiment que je lise plus de manga, je pense pas les lire. Mais 8 romans lus, j'ai pas mal lu, j'espère pouvoir tenir ce rythme. Le livre du mois, sans trop de surprise, je viens de vous en parler pendant 15 minutes, c'est The Sum of All Men, donc le premier tome des Rune Lords. S'il y a un livre que vous devez lire de tout ce bilan lecture, bah, c'est pas forcément lui, parce qu'il est énorme, et si vous aimez pas la fantasy, vous n'allez pas kiffer. Mais si vous aimez la fantasy, notamment Tolkienesque, c'est très classique, foncez. Petite mention aussi pour Fahrenheit 451. Je pense que ces deux-là, il faut les lire. C'est les deux que je retiendrai de ce mois-ci. Mais overall, un mois assez cool, à part pour le deuxième bouquin de Thieves World qui était un peu en demi-teinte. Moi, j'ai beaucoup aimé ce mois-ci. Et j'ai hâte de lire la suite. D'ailleurs, je vais sortir une vidéo après celle-ci que je vais tourner de ce pas après. Sur ma palle, on va dire, des 3 prochains mois pour l'automne. Donc, moi, je vous dis à tout de suite pour l'autre vidéo. Et sinon, je vous dis à la prochaine.